Néo-Héros est fier de vous présenter ce podcast en collaboration avec l'EPCR, organisateur de l'Investec Champions Cup et de l'EPCR Challenge Cup, et avec le groupe Apicil, acteur majeur de la protection sociale et patrimoniale, premier partenaire français de l'EPCR. Le but de ce moment passé ensemble est de sensibiliser le monde du sport, les adolescents, le monde de l'entreprise et bien au-delà à l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Notre volonté est de vous inspirer grâce à des parcours de vie authentiques, des anecdotes, des histoires vécues par des femmes, des hommes, des sportifs, des artistes, des chefs d'entreprise venus d'horizons différents et ayant la même volonté, vous sensibiliser à l'importance de prendre soin de vous, de vos proches, dans les moments compliqués que l'on peut tous et toutes traverser. Attention, nous ne sommes pas là pour vous vendre que la face lumineuse de parcours extraordinaires. On veut que ça gamberge, que ça réfléchisse. On veut du vrai, de l'authentique, du sombre parfois, mais sans misérabilisme, avec émotion, mais sans sensationnalisme. Bref, de l'authentique essentiellement. Alors, installez-vous bien confortablement. C'est parti. Rodrigo Capo Ortega. Rien que ces trois mots, je trouve que ça sonne tellement bien que l'histoire de cette légende du castre olympique ne pouvait qu'être pleine de couleurs, de sensations, d'émotions et surtout vraie. Rodrigo, si tu le connais pas, tu l'imagines sur un canasson dans la pampa uruguayenne, chevauchant dans un paysage idyllique avec la montagne d'un côté et de grandes étendues de pâturage. Bref, ça fleure sacrément bon. Rodrigo, c'est 41 sélections avec l'Uruguay, c'est le Carrasco Polo Club et c'est aussi le club de Millau et c'est surtout le castre olympique. 418 matchs, 31 essais, 18 ans de carrière pro et 2 boucliers. Rodrigo, c'est généreux, c'est entier, c'est pourfendu. C'est un bon mec, c'est un papa, c'est un fils. C'est une légende bien vivante et il est le premier ambassadeur de nos héros. Même si son physique en dit long sur l'homme, c'est surtout derrière la carapace, derrière la cape de super-héros que nous allons le découvrir. Nous allons partager avec lui sa vie de sportif, sa vie d'homme, ses doutes, ses victoires et ses remises en question. Salut Rodrigo. Salut, comment ça va? Écoute, très très bien. D'ailleurs, tu me devances parce que ma première question pour toi, c'est comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Et je suis content d'être ambassadeur pour Néo-Héros et qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse, comme je dis souvent, et prendre avec la main gauche et donner avec la main droite, pouvoir partager et transmettre des choses qu'on a vécues dans la vie et aux autres personnes. C'est d'ailleurs le but de ce podcast, c'est vraiment justement alors au-delà de ce mot santé mentale qui est un sujet qui est un peu tabou encore, c'est vraiment la volonté de partager, comme tu l'as dit, à travers Néo-Héros, de parcours d'ambassadrices et d'ambassadeurs. Tu es le premier, comme je le disais dans la présentation. C'est une vraie volonté d'humaniser un petit peu les héros et héroïnes dans le monde du sport pour expliquer ce qui se passe aussi derrière, comment on se forme en tant qu'homme, en tant que femme, parce qu'on n'est pas que des sportifs, on n'est pas que des corps. Et notre volonté, c'est vraiment de partager ces expériences à travers cette association. Donc en tout cas, moi, je tiens encore à te remercier sur le fait d'avoir été le premier ambassadeur et on va faire de très belles choses. On va revenir sur ton parcours, Rodrigo. Comment tu découvres le rugby, toi, sur une terre, je le disais, en Uruguay, dans un pays qui n'est pas le plus réputé pour être une terre de l'Ovalie? Écoute, moi, le rugby, je le découvre en étant au Chili. En fait, moi, j'ai habité au Chili parce que ma mère, elle était diplomate et j'ai parti à l'âge de 2 ans et vivre au Chili pendant 5 ans. Et j'avais, je pense, 3 ans et demi, 4 ans. Et quand un jour, sur la télé, parce que à cette époque-là, dans les années 84, 85, et il n'y avait pas tous les matchs diffusés comme on peut regarder aujourd'hui. Mais voilà, il y avait un match à la télé et voilà, j'ai resté scotché devant la télé et obnubilé par rapport à ce sport. Et surtout, en fait, les ballons qui, en fait, il m'a tiré beaucoup. Et après, et en rentrant après en Uruguay, j'étais à l'école où j'allais et il y avait rugby. Donc voilà, à l'âge de 8 ans, et c'est là que je commence à pratiquer ce sport. Que voilà, j'ai tombé amoureux et c'est grâce à ce sport que j'ai pu réaliser beaucoup de mes rêves.
Ta place dans le bus, on dit toujours, tu sais, dans un bus de rugbyman, c'est un peu comme dans la vie, hein, il y a de tout, il y a les introvertis au début du bus et puis il y a les petits cons au fond du bus. Toi, t'étais où? T'étais plus au milieu du bus, au fond du bus, au début du bus? C'est comme, tu sais, quand on dit, et là, je viens pas toute seule. Plus jeune, j'étais au fond, et en grandissant, et de plus en plus devant. Voilà. Ouais. À 20 ans, tu pars de ton pays pour rejoindre la France, à Millau. Comment on vit ce déracinement? J'ai toujours tendance à penser aux Fidjiens qui partent de leur petite île au bout du monde pour arriver en France, un petit gamin qui part de sa campagne pour arriver dans un club, ou un mec qui part de sa cité pour arriver dans un club. Comment ça se passe pour toi, le déracinement de ton pays d'origine pour arriver en France? Écoute, c'est pas évident, c'est pas facile du tout. Mais souvent, en fait, quand on a un rêve et un objectif, et puissant comme celle que j'avais, que c'était de devenir un jour rugbyman professionnel. Et on fonce au droit sans regarder derrière et sans aucune importance ce qui se passe à côté. Et moi, c'est ça ce que j'ai fait. Si bien, moi, là, ça n'a pas été facile. J'ai vécu des moments difficiles, des moments de solitude, beaucoup d'apprentissage, parce que bon, moi, j'ai vécu voilà, chez ma mère, chez mon père, et où je me levais, et ma mère elle faisait le lit, et j'avais à manger, et voilà, et à 21 ans, et voilà, partir dans un pays, dans un autre continent, où c'est pas ta même langue, et pouvoir t'intégrer et commencer voilà, à vivre seul et être livré à toi-même. Et voilà, c'est pas évident. Mais bon, aujourd'hui, avec du recul, c'est vraiment, mais je le regrette pas. Et je pense que ça m'a permis de grandir dans la vie. Et voilà, je suis très remercié, en fait, d'avoir et gardé mon sang-froid dans ces moments-là et avoir et rester obsédé par ces rêves que c'était voilà, de devenir un joueur professionnel. À un âge, en plus, comme tu dis, 20 ans, 21 ans, c'est la sortie de l'adolescence. Les potes, justement, qui restent à la campagne aussi et qui prennent, tu me le racontais en off tout à l'heure, qui prennent un petit combi et qui vont sur les plages et qui vont faire la fête, qui deviennent étudiants. Toi, l'objectif, c'est d'être rugbyman professionnel. On le rappelle pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, c'est un passage par Millau. Moi, j'aimerais que tu me parles de ton arrivée au Castres Olympique, qui est un club légendaire. Comment ça se passe, justement? Écoute, je me rappelle, j'ai appris que j'ai allé signer avec les Castres Olympiques et j'étais en Uruguay parce qu'on jouait les qualifications pour la Coupe du Monde en 2003 en Australie. Et c'est Miguel Fernandez qui est un agent de joueur. C'était mon agent qui m'appelle pour la première que j'avais signé avec les Castres Olympiques. J'avais signé un contrat en plus un et un contrat professionnel. Donc moi j'étais super content. Et quand j'arrivais, je m'entraînais avec l'équipe pro et j'ai fait mes 2 premiers matchs en espoir. Et voilà, 3e match, je suis dans les groupes pour partir à Grenoble. Et là, à Grenoble, voilà, j'ai commencé les matchs comme titulaire, 3e ligne L, en poste que je ne connaissais pas parce que bon, jamais j'avais joué 3e ligne L, j'avais joué 8 aux secondes lignes. C'est super bien passé, c'était top. Et les matchs d'après, où on me reçoit Biarritz, champion en titre, et titulaire à nouveau, match d'après titulaire. Et voilà, je reçois un appel de Miguel qui me dit, écoute, j'ai une mauvaise et une bonne nouvelle. J'ai dit, écoute, on commence par la mauvaise. Et écoute, la mauvaise, c'est qu'on va casser ton contrat. Et la bonne, c'est que voilà, on va refaire un nouveau contrat et tu vas re-signer pour 4 ans. Et voilà, c'est de là qui commence voilà, cette belle histoire d'amour entre les Castres Olympiques et moi. Donc tu enchaînes les matchs, tu deviens aussi champion, tu deviens papa. Comment on vit une évolution d'homme dans le rugby et comment on se forme? Tu l'as dit, tu étais au fond du bus, après au milieu, après devant. Comment on se forme en tant qu'homme, voilà, à 21 ans, 25 ans, 28 ans, tu es devenu aussi capitaine, je le disais. Comment on se forme dans un groupe de rugbyman professionnel en tant qu'homme? Tu sais, comme je le dis souvent, il y a 2 écoles. Il y a l'école des gens qui vont écouter et les conseils
des autres personnes plus expérientes qui sont passées par la même chose, ils vont te dire et ils vont faire. Et il y a l'école où et tu vas te casser la gueule, pas une fois, un million de fois. C'est tu tombes et tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Qui pour moi, c'est la meilleure école. Parce que dans la vie, il faut mieux avancer en s'excusant qu'en demander la permission. Pourquoi? Parce que quand on s'excuse, c'est ce qu'on a vécu quelque chose. Et on sait qu'on s'est OK, et on s'est trompé, on sait pourquoi. Et on tient l'apprentissage et les expériences. Dans un monde, alors c'est très français aussi, où on n'a pas le droit à l'échec aussi. Tu vois, le rôle de rugbyman et donc d'homme moderne aussi, c'est d'être tout le temps au top. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux rugbyman aujourd'hui. Donc comment on vit l'échec et la remise en question? Tu sais, Raph, pour moi, les mots échec, c'est caractéristique en mot français. Pour moi, les mots échec, ça n'existe pas dans mon vocabulaire. Pour moi, échec, tu as un échec. Quand tu travailles dur pour quelque chose, les jours qui se présentent devant toi, tu ne le saisis pas. Après, l'autre, c'est tromper. OK, c'est apprendre, c'est de l'expérience. Parce qu'en fait, l'expérience, on l'acquérit en se trompant, en faisant des choses. Voilà. Oui, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui critiquent, mais qui n'ont pas justement toutes ces expériences. C'est aussi en connaissant la merde aussi, de savoir le goût que ça a, justement, pour éviter de réitérer. Mais tu sais, les gens, ils savent apprécier les bons moments. Mais je vous invite, à tous ceux qui nous écoutent là, à apprécier aussi les mauvais moments. Parce que quand on apprend à valorer ces mauvais moments, quand vous aurez des bons moments, vous allez les apprécier le double. Ah, mais il faut savoir se casser la gueule. Il faut aussi avoir une remise en question aussi, ce qui est d'ailleurs pas évident. Dans un monde où on te demande toujours plus, encore plus, et en général, de foutre tout ce dont on parle là sous le tapis, parce que c'est pas grave, parce qu'on enchaîne, on enchaîne. Moi, c'était l'histoire de ma vie par rapport à ma carrière. J'ai une blessure, 2 blessures, 5 blessures, 6 blessures. De l'extérieur, on montre du doigt en disant « Poulain, s'il n'est pas autant picolé ». Mais c'est aussi de ma responsabilité aussi d'avoir foutu sous le tapis. Et on m'a pas appris à me regarder en face et à regarder aussi mes échecs. Donc, d'où l'importance de ce genre de podcast, de partager aussi la part sombre de l'histoire, parce qu'elle existe. Et en fait, c'est de rendre cette partie lumineuse. Je l'ai dit dans ton portrait, Rodrigo, 2 titres de champion 2013 et 2018. Comment on devient capitaine? Est-ce que on se donne aussi la légitimité d'être capitaine d'un club emblématique comme le Castres Olympique? Alors, on nous donne les armes, bien entendu, mais comment on se forme en tant que capitaine? Après, je pense qu'on est en étant un leader. Leader, ouais. Après, on apprend à être un capitaine. Moi, la première fois que j'étais capitaine, j'avais 24 ans. Et je me rappelle, voilà, tu veux tout faire. Tout faire et tout gérer. Et tu cries, tu gueules, tu t'énerves, tu te mets dans des états pas possibles. Et ce que tu te rends pas compte, c'est que tu gaspilles tellement d'énergie et du temps. Okay. Et après, pour faire ton vrai travail, que c'est jouer au rugby, et t'es rancé. T'as plus l'énergie, ouais. Exactement. Jusqu'au moment que tu apprends à déléguer. Déléguer, c'est quoi? Donner les pouvoirs de décision à une autre personne. OK? Donc, il y a capitaine, vice-capitaine. Là, c'est ce que tu appellerais les leaders de vestiaire. Les leaders, voilà. Des gens de ta confiance, des gens que voilà, tu peux déléguer. En fait, demander qu'ils s'occupent de certaines tâches pour toi pouvoir, en fait, et être au top pour jouer au rugby et aussi voilà, pour faire ton intervention en tant que capitaine au moment précis et qu'il aille du résultat. Voilà, ça. T'as pas eu la fin espérée. Le rugby s'arrête pour toi en 2020, en plein Covid, en plein confinement. J'aimerais que tu nous parles de ce passage délicat, parce que on se demande toujours ce qui manque quand une carrière s'arrête, et c'est l'image un petit peu que beaucoup pensent, c'est ce qui manque, c'est les stades pleins, c'est l'argent, la gloire, mais en général le manque il est plus profond, il est plus humain. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette transition délicate de ces 18 années de carrière qui du jour au lendemain s'arrêtent dans un moment que tu n'as pas maîtrisé et que tu n'as pas voulu? En fait, comme j'ai dit ici en off, et moi avant
j'avais jamais rien anticipé. Les seules choses que oui, j'avais anticipé, un peu, c'était ma fin des, des, des rugby professionnels. Et après le titre 2018, j'ai joué 2 années et plus, exprès, pour que mes enfants ils puissent être le plus grand possible, en fait, pour que ce moment il reste gravé à vie, avec ma femme, mes enfants, et mon père, et ma mère, mon frère, ma soeur, et ma famille, mes amis, supporters. Et, et je me rappelle que ça a été une année compliquée parce que bon, je m'avais fait opérer une hernie discale le 4 et le 5. C'était dur, très douloureux à revenir. Je revenais en forme. Et mon dernier match, ça a été à Bordeaux. J'ai marqué un essai de 80 mètres. Et j'étais trop content parce que j'ai dit waouh, c'est bien, je vais pouvoir voilà, être en forme pour voilà, ces derniers matchs qui c'était contre La Rochelle ici. On recevait La Rochelle. Je me rappelle, voilà, il y avait tout le monde qui allait venir. Donc voilà, j'ai imaginé, waouh, comment ça va être top, ça va être un moment et gravé à vie. Et, et quand voilà, et bien, les gens ici, et à cause du Covid, voilà, et on allait rentrer dans un confinement, et ça allait trop long, et j'ai mis mais non, ça va reprendre. C'est sûr que ça va reprendre. On va être reconfiné une semaine et après. Sauf que voilà, les temps, ils passaient. Et voilà, et au bout d'un moment, voilà, j'ai compris que je ne retournerai plus sur un terrain en tant que joueur. Et voilà, ça a été dur, très très dur à accepter. Et c'est ça, voilà, qui m'a traîné, voilà, dans une très très grosse dépression. Et qui après, voilà, il m'a mené à certaines addictions. Et il m'a mené à toucher le sol. Mais bon, si je n'aurais pas touché les sols, je ne serais pas ici devant vous en train de vous parler et vous raconter et mon parcours et ma vie. Et voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure, et la vie, c'est que des expériences. Le reste, c'est que de l'information, comme il disait Einstein. Justement, qui sommes-nous dans le monde d'après? Tu commences le rugby à 18 ans, tu l'arrêtes à 38 ans. Qu'est-ce qu'on fait de son corps? Qu'est-ce qu'on fait de ses émotions? Qu'est-ce qu'on fait de son fameux mental de guerrier, de sa spiritualité, si on est croyant aussi? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde d'après, où on a touché 5, 10, 15, 20 000 balles par mois, où on a été cadré, comme tu le disais, tu vois, avoir un emploi du temps, une vie sociale. On représente aussi, en tant que sportif et sportif de haut niveau, un espèce d'idéal masculin ou féminin. Comment on prend sa retraite à un âge en plus où tous nos potes en fait sont aussi dans une forme d'ascension sociale. Le corps vieillit, mais en fait il est encore bien pour le monde d'après. Comment on revient dans le monde normal? Comment tu vis cette transition? Justement, tu as parlé des addictions, mais quelle identité en fait on a dans le monde d'après? C'est ça qui s'écroule quand une carrière peut s'arrêter. Moi, écoute, dans mon cas, et ça n'a pas été un sujet de notoriété ou d'argent. Ça, c'est l'image que les gens peuvent s'en faire, mais nous, comment tu le vis, toi, à l'intérieur? Moi, en fait, j'ai vécu mal l'effet des meilleurs. Je ne pourrais plus rentrer sur un terrain de rugby. Je ne pourrais plus vivre des moments et comment j'ai vécu quand j'étais joueur. Moi, pendant 18 ans, je me levais tous les matins et je me disais, je vais jouer au ballon. Dans aucun moment, je me suis levé en me disant, au fichier, il faut que j'aille m'entraîner ou que j'aille travailler. Et une fois par semaine, les samedis, pendant 80 minutes, ma vie et mes problèmes, ils s'envolaient. Et d'un jour à l'autre, j'ai eu plus ça. Ça aussi, l'effet de ne pas avoir anticipé. Okay? Au début, voilà, j'étais les fautes qu'à moi. Et après, j'ai compris, quand on arrive à comprendre les pourquoi des choses, et c'est là qu'on commence à avancer. Et là, voilà, grâce à d'aller voir un psy, de demander l'aide, d'en parler, j'ai compris. Moi, de ma naissance jusqu'à que j'arrive ici en France, mon cadre, c'était ma famille et le rugby.
Quand j'arrive ici, mon cadre, c'était le rugby. Après, c'était Julie, les enfants. Et à la fin de ma carrière, Julie, elle a voulu commencer à s'émanciper, chose que j'ai trouvé géniale. Je suis fier d'elle, je suis très content pour elle. Et elle est partie. Le rugby, il s'est arrêté. Je n'ai plus de cadre. Et je suis tombé. En fait, j'assume tout ce que j'ai fait. Et j'assume. Et voilà, et je n'ai pas de honte. J'ai qu'une honte. Parce que voilà, et de où j'étais, je me suis relevé. Et je suis là. Et aujourd'hui, j'ai plus de choses à raconter qu'à prouver. Et dans la vie, quand on a des choses à raconter et pas trop à prouver, je pense que voilà, on peut être content avec soi-même. Et d'avoir le sourire. Et on a très souvent l'image, je me répète peut-être un peu, mais très souvent l'image des sportives et des sportifs qu'on se représente comme invulnérables, sans faille. Et qu'est-ce que tu aurais à répondre à ce genre de regard un peu caricatural? Parce qu'une fois de plus, le sport, faut pas avoir de failles. Mais les failles, tu les découvres justement après. Et t'en parles, tu es tombé, il y a eu une séparation, il y a eu des addictions. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ce côté invulnérable? Et c'est très masculin aussi, tu vois, de ce côté super-héros. Qui déjà, d'apprendre à vivre le jour à jour et en regardant un futur pas très loin, un futur proche, pas vivre dans le passé, pas oublier le passé, utiliser les effets miroirs pour qu'en des moments on est en train de tanguer, regarder qu'est-ce on aurait pu faire mieux pour le faire bien. Et après, tout le monde, aucune personne n'est à l'abri qui un jour tomber de l'autre côté. Parce que la vie, ça peut basculer dans un demi-seconde de bon côté comme de mauvais côté. Et personne est exonéré de tomber dans les travers. Parce que du haut au bas, il y a un demi-pas. Il y a un demi-pas. Ça peut, je donne un exemple, moi c'était à l'esport, mais quelqu'un qui, voilà, il est chef d'entreprise, et il monte son entreprise, il commence à aller très bien, et il a un enfant, et ça se passe super bien avec sa femme, et bien un jour, et bien, sa boîte, il commence à avoir des problèmes, et il commence à prendre la tête avec sa femme, ça va pas très bien, et il se sépare, et une chose ou autre, ça t'amène à sortir plus, à boire plus, des fréquentations, qui voilà, souvent en fait, et on jette la faute aux gens qui nous entraînent des fois à aller boire plus, à sortir plus, mais c'est pas la faute à eux, c'est la faute à nous, parce que personne ne nous met un flingue dans la tête et viens, tu vas sortir avec nous, tu vas venir boire après nous. Non, non. C'est nous qui avons fait ça. Et les gens qui sont une vie normale, équilibrée, et on voit moins, et on est attiré par ces gens-là, parce que c'est les seules personnes qui vont nous donner de l'attention. C'est ça. Oui, tu parles, moi ça me fait penser aux phases de changement. Tu sais, tu as le déni, la colère, la tristesse, le fond du sac, l'acceptation et la résilience. Ouais. Et en général, on a toujours envie de passer du déni et de la colère directement à la résilience. Mais en fait, toutes ces phases, elles sont vitales pour le changement, vraiment. Le déni, je suis encore rugbyman, ou dans une séparation, ben non, ma femme m'appartient, ou mon mec m'appartient. Puis après, tu as la colère, t'en veux à la terre entière, tu commences à regarder les gens en disant, ben, c'est de leur faute, tu vois, c'est de la faute de ton entraîneur, c'est de la faute de ta femme, c'est de la faute de tes gosses, c'est de la faute de tes tartines qui tombent tous les matins du mauvais côté. Et puis la tristesse de se rendre compte, comme tu dis,
en fait, de te regarder en face et de prendre ta part de responsabilité. La part est en couple, en amitié, dans le travail, la responsabilité est partagée. Et puis d'accepter d'être vulnérable, d'être au fond. Et puis après, de se regarder en face, d'aller voir un psy, on va en parler. D'accepter aussi de prendre ton chemin, sortir de l'autoroute embouteillée et prendre ton chemin. Et cette résilience, c'est là où elle peut être belle. C'est le moment où tu t'es vraiment regardé en face. Mais je vais un petit peu trop vite. J'aimerais que tu me dises, moi je me dis toujours, quand l'enfer est partagé, c'est souvent l'autre qui trinque. J'ai envie de parler de Julie, parce que ta femme s'appelle Julie, la mienne aussi s'appelle Julie. Dans ces changements de vie qui sont radicaux, voilà, ta femme, tes enfants, comment aussi ils vivent ce changement aussi radical de vie? Ça a été dur, très dur, très dur, et pour eux comme pour moi. Et après, on était tombés tous ensemble, et là on est en train de se relever tous ensemble. Après, encore une fois, et quand on tombe dans l'enfer, et pour tomber, il y a 1 million de chemins. Pour sortir, il y en a un seul. Et le seul, c'est d'en parler, de demander de l'aide, de s'ouvrir. Qu'est-ce qui a été pour toi le déclic? Ce moment où tu t'es dit, ouais, j'ai besoin d'aide. Il y a 2 formes d'héros pour moi, et d'héroïnes, hein, bien entendu, parce que les femmes sont tout autant concernées que nous, hein, sur la vie qu'elles mènent aussi, les remises en question, qui sont les choses les plus difficiles. C'est ce déclic, en fait, de se dire, je suis vulnérable, j'ai besoin d'aide. Il est très compliqué, une fois de plus, parce que c'est toujours plus de se mettre en victime et de dire c'est de la faute d'un système, plutôt que de prendre sa part. Toi, ce déclic, tu l'as eu à quel moment? Ce déclic, je l'ai eu dans un moment où, en fait, je pense que j'aurais pas pu aller plus bas. Je pense que j'avais touché et j'avais gratté vraiment le fond. Où il y a la pièce qui a tombé. Et là, j'ai mis, waouh, t'es en train de la caguer, mais grave, mec. Grave. Voilà. Et il faut que, voilà, que tu partes, moi, te faire aider et trouver des réponses à plein de questions que tu as et prendre du recul et revenir et bien avec toi-même et en faisant les dos ronds et en prenant sur toi et commencer voilà, à remonter la pente petit à petit, un pas à la fois, mais chaque pas costaud et firme. Et voilà, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'assume tout ce que j'ai fait. Et avant, j'ai pensé que voilà, et ça me concernait qu'à moi. Mais je sais que voilà, et j'étais pas aidé à accompagner sur plein de choses. Je pense qu'il y a 2 formes de héros, et je n'invente rien, hein, c'est des choses que j'ai pu lire aussi, et la manière dont je me suis inspiré à travers la mythologie. T'as le héros que l'on voit du genre humain, sportive, avec ce côté performance qui est vachement dans le corps. Et puis la deuxième forme d'héroïsme, c'est celui qui retourne le miroir, c'est celui qui accepte cette vulnérabilité. Une autre allégorie, c'est une autre image que je me fais du côté héroïque, c'est d'un côté, je dirais, c'est de donner de l'aide. Ça, c'est facile, en fait. De donner de l'aide à quelqu'un, c'est facile. Mais d'accepter de demander de l'aide, c'est ça qui est héroïque aussi. C'est un moment où tu fais tomber l'ego et tu dis, en fait, là, j'ai besoin qu'on me tende la main, j'ai besoin d'aide. Et je pense très honnêtement sur ce chemin de vie que c'est pas à nos familles de prendre, qu'on soit un homme ou une femme, parce que une fois de plus, les responsabilités sont partagées. Dans la vie amicale, c'est pas à nos hommes de chercher nos amis de chercher à nous sauver. Et dans le monde du travail, voilà, tu sais, cette espèce de triptyque, en fait, où il faut être un héros, une héroïne. Et je pense que d'arriver à te demander de l'aide, c'est d'arriver à mettre tous ces gens à l'extérieur et de dire qui je suis au milieu de ce bordel. Qui je suis en tant qu'enfant, adolescent, jeune homme, père de famille, qui je suis en tant que jeune femme, sportive, chef d'entreprise, qui je suis dans mon cercle amical, dans mon cercle entrepreneurial, qui je suis au milieu de tout ça. Et cette question-là,
on n'a pas l'habitude de se la poser. En fait, on nous apprend pas depuis tout petit à nous regarder en face parce que, et c'est peut-être, alors je vais parler en tant que français pour l'avoir un peu étudié, c'est l'éducation judéo-chrétienne qu'on a aussi à avoir la culpabilité de penser par soi-même. Et je vais aller plus loin. Quand on parle de psychologie, la plupart des gens nous disent, mais en fait, moi, je vais pas voir un psy, je suis pas malade. Okay. Mais on soigne bien, je me dis dans le sport, on soigne bien des claquages. Pourquoi on soigne pas une dépression ? Tu vois, c'est ça qui est, et c'est ce côté vulnérable que j'aime aussi chez toi. C'est ce moment où tu te dis, je suis accompagné et en fait, c'est la plus belle, voilà, peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée, au-delà de devenir père, des enfants et tout ça. Après, tu sais, moi, une chose que j'ai compris aussi, c'est que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Voilà. Et pour ça, il faut se regarder devant un miroir. Et là, on va voir si on est bien ou si on n'est pas bien. Parce que quand tu te lèves le matin et tu te regardes au miroir et tu te trouves beau et tu te dis que tu t'aimes, les autres personnes, ils vont te trouver bon, ils vont t'aimer, ils vont te respecter. Mais si tu t'aimes pas, tu te valores pas, tu te respectes pas, comment tu peux prétendre que les autres personnes, ils te respectent, ils te valorent? Aujourd'hui, c'est qui, Rodrigo Capó Ortega? Justement, comme tu as retourné le miroir, l'image que tu as de toi-même, alors il y a le rapport au corps aussi, parce qu'on a quand même des corps dans le rugby un peu hors de l'ordinaire. Comment tu te vois, toi, en tant qu'homme, physiquement, émotionnellement, mentalement comment tu te vois dans une construction? De toute façon, le voyage, il est jusqu'au bout, mais... on parlait tout à l'heure en off, tu vois, et ce qu'on cherche, c'est à fait être aligné, en fait, et tête, cœur, esprit. Aujourd'hui, je ne suis pas aligné. Je travaille pour revenir au corps. Et je me sens bien dans mon corps. Et aujourd'hui, j'accepte comme je suis. Et en tant qu'homme, j'accepte l'homme que je suis. Et je me considère une belle personne et qui essaie de faire les biens souvent et plus pour les autres que pour moi. Moi, je le dis souvent, moi j'étais très très bon pour les autres et très mauvais pour moi-même. Et aujourd'hui, j'essaie d'être meilleur pour moi autant que je peux l'être pour les autres. Et je me considère un bon mari, un bon papa. Et je suis heureux. Et les seules choses que j'ai envie aujourd'hui, c'est de chaque jour, de le vivre en paix et en tranquillité, sans dispute, sans animosité, sans problème. Et quand il y a des problèmes, essayer de transformer ces problèmes dans des choses positives. Essayer de voir tout le temps les côtés positifs et pas regarder que le négatif. Parce que tu es allé voir le négatif en toi, justement, que tu l'as transformé. C'est top. J'aimerais qu'on revienne 2 minutes quand même sur le CO, le Castres Olympique. Ton club, il est très présent à tes côtés et on sent que c'est un club aussi un petit peu à part dans le microcosme du rugby professionnel qui reste ancré dans du local. Quelle est ta place, toi, aujourd'hui, au sein du club? Aujourd'hui, je suis chargé des relations publiques. Voilà, il y a certains qui disent ambassadeur, mais pour moi, le mot ambassadeur, ça veut tout dire et rien dire. Donc, j'ai préféré, voilà, m'être chargé des relations publiques. C'est un poste qui me correspond parce que c'est beaucoup lié à l'humain. Et j'aime beaucoup l'humain. Sans l'humain, on n'arrive à nulle part. Et voilà, écoute, aujourd'hui, mon poste, il est de la ligne blanche vers l'extérieur, plus vers l'intérieur. Et voilà, et bien, j'apprends, parce que on apprend tous les jours, et à l'exercer de la meilleure façon possible et d'apporter les mêmes choses que j'ai données quand j'étais sur le terrain, de le donner en étant à l'extérieur. Je l'ai dit, 18 ans de carrière, 418 matchs, 2 titres. Il y a ce côté un peu légendaire. Je me souviens d'une discussion qu'on avait eue
Au tout début, on a commencé vraiment à beaucoup échanger. C'était au mois d'août 2024. Et il n'y avait pas cet équilibre que je suis en train de ressentir aujourd'hui sur le fait d'accepter d'être une figure emblématique de ce club. Je me souviens, il y a un an, tu m'avais dit non, mais j'ai pas encore cette image de moi-même par rapport à ce que tu avais donné au club. Et tu as donné énormément, 418 matchs, c'est monstrueux. Aujourd'hui, ce travail psychologique et tout ce voyage que tu as fait depuis un an, qui est assez extraordinaire, hein, est-ce qu'il te donne ce travail, la légitimité de dire, en fait, oui, j'ai marqué le club de mon empreinte, et de toute façon, c'est marqué sur les murs, hein, sur tous les murs, on voit la photo de Rodrigo. Est-ce que tu te donnes cette légitimité d'être, le mot, il est un peu fort, mais en fait, c'est d'accepter, ça fait partie aussi de la confiance en soi, de se dire, en fait, je ne vais pas dire le mot légende, mais tu as marqué de ton empreinte ce club. Bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle, quand on s'est croisé à Paris, voilà, tu me le disais, et moi j'étais ici, mais non, c'est vraiment... Parce que bon, j'étais... je m'aimais pas autant comme voilà, je commence à m'aimer et à me respecter. Et voilà, et tout y va avec. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, oui, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a marqué les clubs. Et par rapport à ce que j'ai pu donner sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Et, et pas parce qu'on a la chance de vivre notre passion et d'être sur les rétroprojecteurs. Et ça ne vient pas tout seul, ça vient parce qu'on travaille beaucoup derrière, ok, et physiquement et mentalement, parce que bon, c'est... Et quand on est comme ça, et quand tu arrêtes ta carrière de rugbyman professionnel, et c'est là quand tu récoltes tes fruits. Et moi, en fait, les fruits, je suis en train de les récolter aujourd'hui. Parce que moi, en fait, moi, j'ai toujours dit, moi, j'espère que le jour que je serai plus joueur, les gens, ils continueront à m'aimer par rapport à l'homme, pas par rapport aux personnages, Rodrigo Capó, rugbyman. Et aujourd'hui, en fait, voilà, je récolte mes fruits parce que les gens, ils continuent à me donner le même amour qu'ils me donnaient quand moi j'étais joueur. Et ça, c'est quelque chose que je me le suis gagné. Comment? En étant moi-même. Et ça rejoint moi ce que j'avais appris avec un journaliste philosophe qui s'appelle Richard Esco en 2007. Il m'avait dit, Raphaël, tu as été dans le paraître pendant 27 ans. Il va falloir que tu aies découvrir l'être et qui tu es à l'intérieur. Et le but dans ta vie sera de trouver l'équilibre entre les deux. Le problème dans le paraître, c'est qu'on va toujours chercher le regard extérieur. D'ailleurs, sur le terrain, c'est ça aussi. Hein. Il y a l'amour du public, l'amour des coéquipiers, cette amitié qui est très, très forte. Et qui on est à l'intérieur. Et le fait d'avoir fait aussi ce voyage sur cette année, justement, dont on parle, bah, tu es en train de trouver justement cet équilibre. Et je pense que, et tu me le disais aussi en off tout à l'heure, le fait de s'aimer soi-même, bah, en fait, t'attires à toi ce côté, quoi. Et c'est aussi une autre pensée qui me vient, c'est dans un bouquin, j'avais lu, nos pensées alimentent nos émotions et conditionnent nos comportements. Si tu as des pensées de merde, tu as des émotions de merde et tu as des comportements de merde et tu attires de la merde. Totalement d'accord avec toi. C'est d'arriver en fait à changer nos modes de pensée et ça se travaille avec un psychologue, avec de la philosophie, avec de la mythologie. Les religions aussi sont bonnes aussi, c'est d'arriver à se transformer. Et l'idée du podcast aussi d'aujourd'hui, c'est de s'inspirer justement de ton parcours pour dire en fait on peut se transformer. Il n'y a rien de pire que ces gens qui disent oh, mais moi je suis comme ça, je ne changerai pas. Parce qu'ils ont la peur du changement, parce que le changement fait peur. Mais quand tu arrives à te regarder toi-même et à t'aimer pour ce que tu es et à te connaître, c'est là où tu rayonnes véritablement. Et le problème, pour en revenir à ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'on rayonne avec le monde extérieur, sans voir la richesse que l'on a aussi à l'intérieur. Et cet équilibre dont tu parles, le corps et l'esprit, et justement, il y a des gens qui peuvent nous accompagner et nous aider justement à trouver cet équilibre pour avoir une bonne estime de soi-même et de moins aller chercher la lumière à l'extérieur et plus en soi. Qui est souvent... Et les gens, ils attendent à être pas bien du tout pour y aller. Et moi, ce que je leur dis aux gens, attendez pas à être vraiment, à faire un burn-out, à arriver au bout pour y aller. Et c'est des choses que vous pouvez le faire avant, dès que vous commencez à sentir des petites signaux que ça va pas, que vous êtes fatigué sur certaines choses. Irascible. Allez-y, ça va vous faire du bien. C'est quelqu'un qui va vous guider, qui va vous poser des questions, des bonnes questions, où vous allez pouvoir trouver vos réponses.
il va vous guider tout le temps dans les tonalités grises, ni noir, ni blanc. N'attendez pas d'aller mal pour aller bien. C'est peut-être un peu le message qu'on a envie de faire passer avec notre échange d'aujourd'hui. Rodrigo, j'ai 2 dernières questions à te poser. Quel est ton meilleur souvenir de rugbyman? De rugbyman, écoute, c'est pour que je retienne les meilleurs, quand on a été champion en 2018. En 2018, j'ai accompli mon dernier rêve, qui c'était être champion de France en étant capitaine du cross olympique. Et voilà, ça a été réalisé, ça a été fait. Et voilà, ça a été un moment magique, un moment inoubliable. Et ton meilleur souvenir d'homme? Meilleur souvenir d'homme. Bonne question. Eh bien, tu sais, mon meilleur souvenir d'homme, c'est ma renaissance. Après avoir tombé, avoir su me relever. Et pour moi, réussir dans la vie, c'est quand on tombe, savoir se relever et pas abandonner à ses rêves. Continuer de l'avant. Rodrigo, merci. Merci à toi. Et bien, ça a été vraiment un gros plaisir de pouvoir parler. Et j'espère que, voilà, que vous allez apprécier ce qu'on a parlé là avec Raphaël. Et bien, voilà, je vous embrasse à tous. Et bien, à bientôt. Pour conclure, j'aimerais juste vous dire une chose. Comme on se l'est dit avec Rodrigo, n'attendez pas d'aller mal pour aller bien. On a tous besoin d'aide, et toutes besoin d'aide. C'était Rodrigo Capó Ortega et Raphaël Poulain en direct du Castres Olympique. Bon voyage à toutes et à tous, et n'oubliez pas d'éteindre vos GSM et de regarder par la fenêtre, car la vie est belle.